Alors, l'Olympique de Marseille est en pleine crise, vraiment. Le mardi 10 février, le couperet tombe. Le club annonce officiellement la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Roberto De Zerbi. Mhm. Et ça arrive juste après une déroute historique. Une défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain. Du coup, le poste est vacant, la pression est maximale. Et il y a un nom qui est déjà sur toutes les lèvres. Habib B. Et pour analyser cette situation qui est assez explosive, on a une pile de documents plutôt fascinante. On a bien sûr le communiqué officiel de l'OM, très très laconique, mais on a surtout une série d'articles de presse qui décortiquent ce qu'on appelle la méthode Bay à Rennes, son licenciement tout frais, et évidemment sa candidature à Marseille. On a aussi des extraits de forums de supporters, et ça c'est souvent là que le pouls du club bat le plus fort, et quelques analyses tactiques assez pointues. Notre mission aujourd'hui, elle est donc assez claire. On va essayer de comprendre les raisons de la chute de De Zerbi et puis de décrypter le profil d'Habib Beye. Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation pour l'OM, le sauveur attendu, ou est-ce que ce mariage, qui paraît si évident, est en fait un pari hyper risqué? Allez, on plonge là-dedans. Donc le point de rupture, c'est ce fameux 8 février 2026. L'OM est pulvérisé 5-0 par le PSG au Vélodrome. Les sources sont unanimes là-dessus. Elles décrivent une équipe KO debout, complètement sonnée, incapable de la moindre réaction. C'est le match de trop. C'est ça, celui qui fait tout déborder. Et 2 jours plus tard, le communiqué du club tombe, séparation d'un commun accord, la formule habituelle. La formule classique. Et ce qui est incroyable quand on regarde les données, c'est le paradoxe total de la saison de l'OM sous De Zerbi. Une de nos sources, une analyse statistique de la Ligue 1, nous donne un chiffre qui dit tout. Marseille, c'est l'équipe qui a mené au score le plus longtemps cette saison. On parle de 504 minutes. Attends, 504 minutes, c'est c'est énorme. Ça veut dire que le problème, ce n'était pas de créer du jeu ou de marquer. Le problème, c'était de tenir. C'est une question de mental alors? Une sorte de peur de gagner. C'est exactement ça. C'est l'histoire d'une équipe qui sait parfaitement prendre un départ canon, mais qui ne sait pas finir la course. Chaque avantage au score devenait, semble-t-il, une source d'anxiété plutôt qu'une position de force. Il prenait l'avantage et après il reculait. Il semblait tétanisé. La défaite 5-0 contre Paris, en fait, ce n'est que l'implosion finale de ce château de cartes. Et ça, on le ressent très fort dans les discussions des supporters qu'on m'a pu consulter. Ce n'est pas juste de la colère, c'est Mhm. une forme de lassitude. D'épuisement. De Zerbi est vraiment perçu comme un coach dogmatique, quelqu'un qui, je cite, ne sait pas se remettre en question. Mhm. Une phrase qui revient souvent, c'est il sait s'aborder tout seul. Les fans citent des noms de joueurs qu'il aurait lâchés ou plombés par ses choix, comme Murillo ou le jeune Vermeeren. La confiance était totalement rompue. Complètement. Absolument. Et au-delà de la tactique, ce qui ressort de ces discussions, c'est que le club n'a pas seulement besoin d'un nouveau tacticien. Le mot qui revient tout le temps, c'est meneur d'hommes. Ils veulent quelqu'un capable de redonner confiance à un vestiaire qui a perdu tous ses repères. Et, détail qui n'en est pas un, quelqu'un qui parle la même langue, au sens propre comme au figuré. Ah oui, les conférences de presse avec le traducteur. Exactement. C'était devenu un vrai point de friction, un symbole de la distance qui s'était installée. Ce besoin d'un coach qui parle la langue du vestiaire, qui connaît le club, c'est martelé partout. Et c'est là que le scénario devient presque trop parfait pour être vrai. Au moment même où l'OM cherche ce profil, le destin leur dépose sur le pas de la porte le candidat le plus évident, Habib Beye, Qui vient tout juste d'être licencié par le Stade Rennais le 9 février. la veille du départ de De Zerbi. Le timing est fou. C'est une coïncidence qui change toute la donne. Et son passage à Rennes, c'est un enseignement véritable cas d'école. Les articles qu'on a analysés décrivent son management avec une expression très forte, une méritocratie radicale. Sa philosophie est limpide, pas de passe-droit, peu importe le statut, le salaire ou le CV. Celui qui ne s'investit pas à 200%, il ne garde pas sa place. Point. Et on a des exemples très concrets dans nos sources, c'est ça qui est parlant. Seko Fofana, le plus gros salaire de l'effectif rennais, d'abord mis sur le banc, puis carrément écarté du groupe pour manque d'implication. On parle quand même d'une star de l'équipe, là. Exactement. Même chose pour Ludovic Blas, un titulaire indiscutable qui se voit réduit à un rôle de finisher, de joker. Mais le cas le plus frappant, celui qui illustre le mieux son intransigeance, c'est Brice Samba, le gardien de l'équipe et surtout le capitaine. Ah oui. N'hésite pas une seconde à toucher au cadre, au symbole, s'il l'estime nécessaire. Pour lui, personne n'est au-dessus de l'institution.
C'est une poigne de fer, c'est clair. Et cette obstination, on la retrouve aussi sur le plan tactique. Il est absolument fidèle à son système en 3-5-2 qui peut devenir un 5-3-2 en défense. Une de nos sources, une analyse tactique, explique bien sa vision. Il veut condenser le jeu dans l'axe pour contrôler le terrain et ensuite utiliser toute la largeur avec ses pistons. Et il est tellement convaincu par ce système qu'il n'hésite pas à faire des choix très audacieux. Le repositionnement de Moussa Altamari en est le meilleur exemple. Attends, Altamari, un pur attaquant de formation, repositionné en piston gauche. C'est-à-dire qu'on lui demande de défendre la moitié du temps. C'est soit du génie, soit de la folie pure, hein. C'est tout le personnage Beilaré, et il faut être juste, cette méthode a d'abord très bien fonctionné. On a tendance à l'oublier, il arrive à Rennes en janvier 2025, le club est 16e, il flirte avec la relégation, et il le sauve. Et la saison suivante, début de championnat canon, il amène l'équipe à la 5e place, en décembre. Le problème, c'est que début 2026, la machine s'est complètement enrayée. Voilà. 4 défaites de suite, une communication qui devient cassante, et les sources parlent d'une rupture totale avec une partie du vestiaire. Il est finalement évincé alors que le club est encore 6e. C'est ça qui est paradoxal. Exactement. Un sauveur devenu paria en quelques semaines. Et ça nous amène à la question de son image publique. Parce qu'il n'y a pas que le coach, il y a aussi le personnage médiatique, Beillet. Et il ne laisse personne indifférent. Non, c'est clair. Un des articles le décrit comme arrogant, passionnant, déroutant. Tout ça à la fois. Certains analystes pensent qu'il paye son passé de consultant sur Canal+, où ses avis très tranchés ont pu irriter pas mal de monde. On parle même d'un délit de sale gueule, hein. C'est l'expression qui est utilisée, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que d'autres sources vont plus loin. Elles évoquent une sorte de campagne médiatique pour le salir. Elles citent des rumeurs sur des exigences financières soi-disant folles pour son départ de Rennes, et ces rumeurs, fait assez rares pour être soulignées, ont été formellement démenties par le club de Rennes lui-même dans un communiqué. Ce qui pose une vraie question, au fond. Est-ce que l'image d'un coach, ce qu'on dit de lui, peut vraiment finir par pourrir son vestiaire de l'intérieur ? C'est une excellente question. La communication est devenue un enjeu central. Un entraîneur doit gérer son groupe, mais aussi son image. L'un influe sur l'autre, inévitablement. Alors, si on met tout ça bout à bout et qu'on revient à Marseille, on se dit que c'est le candidat parfait. Ancien capitaine, 174 matchs, il connaît la pression du vélodrome, il a le caractère que les supporters réclament, il est libre. C'est presque trop beau pour être vrai, non ? Je te vois venir, et c'est justement là que le bas blesse. Ce qui a fonctionné un temps à Rennes, cette méritocratie radicale, tu l'imagines une seconde ce que ça peut donner dans le vestiaire de l'OM. On part d'un groupe avec des joueurs au statut international, des forts caractères comme Aubameyang ou Verretou. Le risque de collision, il est quasi certain. Donc tu penses que ce qui est vu comme sa plus grande force, son intransigeance, serait en fait son plus grand talon d'Achille à Marseille. C'est le cœur du pari. Et en plus, son attachement quasi obsessionnel à un système tactique unique, le 3-5-2, ça ne te rappelle rien ? Si, bien sûr. C'est exactement le type d'entêtement qu'on reprochait à Deserbé à la fin. Est-ce que Marseille ne risquerait pas de remplacer un problème par un problème finalement assez similaire ? C'est une très bonne remarque. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, Habib Beye, même s'il est le favori des médias, n'est pas la seule option sur la table. Effectivement, et les profils sont très différents. On a d'abord la piste Christophe Galtier, L'option de l'expérience. c'est ça. Le gars du Sud, il connaît la Ligue 1 par cœur, il a été champion, mais le principal obstacle, et il est de taille, c'est son contrat en or en Arabie Saoudite. Ensuite, il y a le nom de Sergio Conceição qui revient souvent. Sur le papier, il a le caractère pour Marseille, la fameuse grinta. Oui, mais c'est un peu le piège. Les extraits des forums de supporters montrent une vraie fatigue de ce profil électrique. Ils ont eu Sampaoli, puis Tudor. C'est un style de management très intense. Ça marche à court terme, mais ça finit presque toujours par une rupture avec un vestiaire épuisé. Ce serait un peu comme choisir de se remettre avec son ex en sachant comment ça va finir. C'est un peu ça. Il y a une volonté de tourner la page, semble-t-il. Et puis il y a la piste surprise, celle qui prend de l'épaisseur, Eric Schell. Exactement. Le sélectionneur du Nigeria, marseillais d'adoption, qui aurait proposé ses services. Son nom est devenu crédible, surtout après son excellent parcours à la dernière Coupe d'Afrique. C'est un profil moins attendu, peut-être plus moderne, mais qui manque d'expérience au plus haut niveau en club, en Europe. C'est un autre type de pari, en fait. On se retrouve donc avec une situation absolument fascinante. Un club en crise profonde qui se tourne logiquement vers l'enfant du pays, Habib Beye, un entraîneur qui sort lui-même d'une crise managériale tout aussi intense. Marseille a besoin d'un électrochoc, c'est une évidence. Et Beye, par définition, c'est un électrochoc
ambulant. La véritable question qui reste en suspens et que les dirigeants marseillais doivent se poser, c'est la suivante. En choisissant potentiellement Baillet, est-ce que l'OM cherche un vrai remède à son instabilité chronique ou est-ce qu'ils ne font que choisir un nouveau symptôme encore plus spectaculaire? Dans un club où le calme ne dure jamais bien longtemps, est-ce que l'arrivée d'un entraîneur aussi radical est la promesse d'une discipline enfin retrouvée ou le prélude à une explosion encore plus mémorable? Alors, l'Olympique de Marseille, encore une fois, le club est dans la tourmente. Ça commence avec un communiqué très bref, un entraîneur qui s'en va, et puis la question sur toutes les lèvres des supporters. Mais comment est-ce qu'on en est encore arrivé là? Allez, on décortique ensemble cette nouvelle crise de coach qui secoue la canebière. Ça prouve encore l'instabilité de l'OM. Voilà, c'est une phrase qu'on voit partout en ce moment, et franchement, elle résume parfaitement le sentiment général, ce désarroi des supporters après la dernière annonce choc du club. Tout part de là. Le 10 février 2026, le coup près tombe. Un communiqué officiel, très froid, très court, qui annonce la fin de l'aventure avec l'entraîneur Roberto De Zerbi. Une séparation, je cite, d'un commun accord, enfin, c'est la formule consacrée, hein. On sait bien ce que ça cache souvent, une histoire qui a très mal tourné. Ce départ, attention, ce n'est pas juste un coach qui s'en va. Ça replonge l'OM dans ce cycle de crise qu'on ne connaît que trop bien. Et pendant que la machine à rumeurs s'emballe déjà, nous, on va se poser la vraie question. Qu'est-ce qui a vraiment, vraiment mal tourné? Parce que, avant même de penser au prochain entraîneur, il est absolument essentiel de comprendre pourquoi le précédent a échoué. Surtout que, si on écoute un peu les observateurs du club, cet échec, eh bien, il a été en très grande partie auto-infligé. Allez, on ouvre le dossier de De Zerbi. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'en examinant les faits, point par point, l'image qui se dessine, c'est celle d'un véritable auto-sabordage. Le portrait qui est dressé est assez sévère. On parle d'un manager inflexible, incapable de se remettre en question. Un homme qui, au fil du temps, a perdu son vestiaire, qui a multiplié les sorties médiatiques, disons hasardeuses, et qui a littéralement plombé le moral de ses joueurs. Bref, incapable de construire sur le long terme. Et le consensus est assez clair là-dessus, le talent, dans l'effectif marseillais, il est bien là. Le problème, il n'était pas vraiment sur le terrain, mais plutôt sur le banc. À un moment, les joueurs avaient tout simplement déconnecté. Ils ne répondaient plus à leur coach. Du coup, face à ce constat, la direction a compris une chose cruciale. L'urgence, ce n'est pas de trouver un autre sorcier tactique, un nouveau révolutionnaire du football. Non, le club a besoin de quelque chose de bien plus fondamental. Le club a besoin de ce qu'on appelle un meneur d'hommes. C'est moins un tacticien qu'un leader charismatique. Quelqu'un qui peut jouer le pompier de service, redonner confiance à un groupe complètement meurtri et, surtout, qui est capable d'absorber l'immense pression qui entoure ce club pour protéger son équipe. Ce profil, ça devient une sorte de feuille de route pour le recrutement. Il ne s'agit pas de réinventer le football, il s'agit de restaurer la confiance, d'être proche mais ferme, de faire bouclier face aux médias et de prendre des décisions simples et logiques. Remettre des bases saines, en somme. Bon, maintenant qu'on a le portrait robot, la question est qui? Qui pourrait correspondre à ce profil si particulier? Passons en revue les noms qui circulent le plus. Alors, 3 noms sortent du lot. D'abord, Christophe Galtier. Sa force, c'est un homme du Sud, il connaît la Ligue 1 sur le bout des doigts. Sa faiblesse, c'est son passage compliqué au PSG où la pression a semblé le ronger. Ensuite, Sergio Conceição. Sa grinta, son tempérament, c'est un atout. Mais son profil est peut-être un peu trop similaire aux coachs qui ont échoué récemment. Et enfin, Habib Beye. L'ancien de la maison, il connaît le club. Mais son manque d'expérience et son caractère parfois jugé mégalo font débat. Et justement, arrêtons-nous un instant sur le cas d'Habib Beye parce qu'il est fascinant. Il représente un vrai dilemme, un paradoxe total pour la direction du club. Il suffit de regarder son passage tout récent à Rennes pour comprendre le risque. En octobre 2025, première crise. En janvier 2026, des tensions éclatent avec des cadres. En février 2026, il est viré. La raison? De mauvais résultats et il a perdu son vestiaire. Un scénario qui nous semble étrangement familier, n'est-ce pas? Et tout ça, ça nous ramène à la question centrale, parfaitement résumée par cette phrase. Finalement, l'OM a-t-il besoin du meilleur coach sur le papier, du plus grand tacticien, ou simplement de la bonne personnalité pour relancer la machine et apaiser un club sous tension? Le choix qui sera fait est lourd de conséquences. Il ne va pas seulement définir la fin de saison, il va définir l'identité du club pour les années à venir. Alors que va choisir la direction? La stabilité ou un nouveau pari à très haut risque? Vont-ils enfin réussir à briser ce cycle d'instabilité chronique ou vont-ils le perpétuer une fois de plus? L'avenir nous le dira très vite.